justement, je comprends tout à fait en fait le souci de ne pas utiliser les notions de race ou de minorité pour mieux combattre le racisme d'une certaine manière. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que parfois il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire montrer ces notions qui existent, comme vous disiez vous-même, depuis des siècles, et justement de ne pas mieux les combattre? Est-ce que d'une certaine manière, il ne faut pas de temps en temps faire de la discrimination positive? Je sais pas, je prends l'exemple dans les médias, pour que les gens, pour utiliser le mauvais mot, les gens de couleur, entre guillemets, soient mieux représentés dans les médias et dans la société de manière générale. Écoutez, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas dire les choses. Je dis qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit. C'est-à-dire que les races, ça n'existait pas. Voilà, donc réfléchir à ne plus l'utiliser puisque c'est faux et voir ce qui se cache derrière. Après, bon, ce qui est de la discrimination positive, bon, moi je n'ai pas un avis tranché. Moi je dirais qu'on n'est pas obligé de passer par les lois, c'est-à-dire peut-être sensibiliser les personnes pour leur faire expliquer que peut-être on peut améliorer la société. Mais je pense que quand on le veut ou non, de toute façon la société va s'améliorer. Quand on le veut ou non, les choses avancent. Et le fait d'en parler, pour moi, c'est déjà faire avancer les choses. Et de dire les choses. Par exemple, quand je dis tranquillement qu'effectivement, moi je peux comprendre que certaines personnes ne veulent rien changer. Parce qu'en changeant les choses, il y a des gens qui perdent des avantages. Par exemple, vous êtes un homme, moi je suis un homme. Nous savons très bien que nous avons des avantages d'être hommes dans cette société. D'accord? Mais si nous voulons l'égalité, ça veut dire que quelque part nous allons perdre. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un problème, qu'il y a tant d'hommes qui ne veulent pas changer les choses. Parce que peut-être qu'ils devront faire plus la vaisselle. Vous voyez? Non, mais c'est ça le vrai problème. Et pareil, le racisme selon la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont discriminées, il y a d'autres qui sont avantagées. Et ils vont vous dire que, ah non, ça n'existe pas le racisme. Oui, ça n'existe pas, parce que vous ne voulez pas que les choses changent, parce qu'il y a des gens qui pensent que le racisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, oui, on va juger mal sur la couleur de peau, mais tu exagères. Non, non, ça existe. Donc déjà dénoncer fortement et en discuter tranquillement et montrer que, encore une fois, pour moi ce qui est très important, c'est travailler avec les enfants pour qu'ils ne reproduisent pas ces schémas-là. Pour qu'ils ne reproduisent pas ces schémas-là. Mais effectivement, le fait qu'il y ait des personnes de toutes les couleurs, de tous sexes, de religions à la télévision, ça permet de conditionner les enfants que ce monde-là est possible. Et après, pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental quand on parle, comme vous dites, la minorité visible, tout ça. Il y a quelque chose qui est fondamental parce que souvent, quand on parle du racisme, on oublie ceux qui sont susceptibles d'être touchés par les discriminations et le racisme. Et il faut faire un travail sur ces personnes-là parce que s'ils s'enferment dans une victimisation, eh bien, ça va déboucher sur une certaine violence. Une violence sur eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes, et une violence vers les autres, parce qu'ils vont se sentir discriminés. Et souvent on oublie ce point de réflexion sur le racisme. Moi je voudrais vous poser une simple question. Est-ce que pour vous l'islamophobie est une réalité? Écoutez, je vous répondrai pas du tout. Ah, vous m'avez cru, moi aussi. Mais écoutez, bien évidemment, mais là aussi, c'est historique déjà. Et puis, souvent, je me questionne, je me dis, voilà. Comment tu t'appelles? Joyanne, lève-toi, Joyanne. Tu vas me servir d'exemple. Voilà. Toi, comment tu t'appelles? Oui. Thomas, viens. Joanne Thomas. Est-ce que vous voulez chanter une chanson? Non. Bon, alors, imaginons, pour parler de l'islamophobie. Tu es né en quelle année, toi? 2004. Toi?
2001. Imaginons que Thomas est de religion musulmane. D'accord? Imaginons, c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas. Il est né en 2001. Vous êtes d'accord avec moi que depuis 2001, il y a quand même un discours très limite sur la religion musulmane. Donc cet enfant-là, comment il va être conditionné? Sur le regard qu'il va avoir sur lui-même, d'accord, en tant que jeune musulman, et le regard qu'il va porter sur la société qui véhicule ces messages-là. Joyan, lui, n'est pas musulman. Ah si, mais alors, imaginons que Thomas n'est pas musulman. Ah, musulman si. Bon. C'est simplement pour expliquer le conditionnement qui sera complètement différent. Et donc, ce garçon-là aura des grandes chances de grandir, avoir une estime de lui-même en disant attends, parce qu'il intègre le discours inconscient. Tout le monde, hein, nous tous, on l'intègre. Je dis souvent, c'est comme respirer. L'inconscient collectif, on l'intègre comme si on respirait. Donc lui, peut-être va déclencher un ressentiment très fort. Et donc, après, on va lui dire non, mais c'est pas normal ton comportement, qu'est-ce qui se passe? On t'a rien fait. Pourquoi tu es violent comme ça? Et pourquoi tu dis des choses méchantes comme ça? Et lui, par contre, va aussi développer un conditionnement qui fait que peut-être qu'il n'aura pas trop confiance. Ou peut-être qu'il va se penser mieux en disant ouais, t'as vu le comportement des musulmans. Parce qu'en fait, on a intégré un discours négatif. Et donc voilà que c'est extrêmement dangereux, le discours qu'il y a en ce moment. Mais en même temps, les politiques, encore une fois, parce que ce sont des discours politiques, hein, depuis 2001, ce sont des discours politiques qui emmènent à la confrontation entre les gens. Parce que, oui, mais ça, après, c'est un conditionnement. Et donc, vous voyez comment, tout un chacun, on va être conditionné, même si on ne le veut pas, à avoir une image négative. Et on sait très bien que la majorité des personnes religieuses, que ce soit catholiques, musulmanes, vivent leur religion correctement. Mais c'est l'amalgame qu'on va faire qui fait que cet enfant-là ne va pas faire la différence, lui ne va pas faire la différence, et on crée une génération de gens qui vont avoir un vrai problème avec les musulmans. Et ceux qui sont musulmans vont avoir un fort ressenti envers la société. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'en dire qu'on construit des nous et des eux. C'est-à-dire que lui va finir par s'enfermer dans sa religion, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on vous stigmatise, qu'est-ce que vous faites? Vous renfermez dans le stigmate. Et lui aussi, vous ne tombez pas dans le piège, attention, vous êtes très intelligent, sinon on l'a fait, c'est aussi. D'accord? Il a fait ses faits mal. Ok? Donc vous comprenez pourquoi, effectivement, le discours qu'il y a aujourd'hui est un discours très très dangereux à long terme. Très très dangereux à long terme. Mais malheureusement, les politiques ont tendance de jouer aussi. Mais quand je parle de conditionnement, aussi le conditionnement, c'est la presse. Parce qu'en fait, le conditionnement, c'est ce qui nous éduque. Et par exemple, ce qui sera intéressant pour vous montrer à quel point, pour les personnes qui pourraient dire qu'il n'y a pas d'islamophobie en France, de montrer les pages, les premières pages des revues depuis quelques années qui présentent la religion musulmane de façon négative. Ce serait extraordinaire. Parce que vous ne vous rendez pas compte, parce que souvent, moi, j'essaie de regarder les panneaux publicitaires. Et bien là aussi, vous êtes conditionné. Mais c'est toujours de façon négative. Donc oui, on est un petit peu beaucoup.